Merci d'être avec nous sur Médian TV Afrique. Bienvenue au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio qui abrite du 13 au 14 novembre le 4e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique au menu de ce numéro spécial de Talk Afrique Presse. Défis et sécuritaires actuels en Afrique pour les solutions intégrées. Une rencontre donc informelle à laquelle prennent part au moins 700 personnes pour en parler. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le général Paul Ndiaye, il est le directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité, mais également directeur de la commission scientifique du Forum de Dakar. Bonjour mon général. Bonjour. Avec nous également sur ce plateau, Maître Papa Kalignan, il est docteur en droit et sciences criminelles, directeur général de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, merci, messieurs, d'être venus pour décortiquer avec nous ici au CICAD de Diamniadio. Mon général Paul Ndiaye, le 4e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique avec comme thème défis sécuritaires actuels en Afrique pour des solutions intégrées. Qu'est-ce qui explique le choix de ce thème? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de parler du Forum de Dakar devant vos caméras. Je salue le docteur Nian qui est avec moi. Je pense que la justification pourrait se situer à plusieurs niveaux, mais je me limiterai juste à certains aspects. La première justification, c'est que nous avons, depuis l'année dernière, la 3e édition, voulu dépasser le stade des diagnostics pour passer au stade de la recherche de solutions. Et l'année dernière, nous étions en direction des solutions efficientes. Et cette année, on s'est dit, oui, il y a des solutions qui existent, mais les solutions ne sont pas intégrées. Comment maintenant intégrer ces solutions-là pour être beaucoup plus efficaces dans le domaine de la sécurité collective, mais également dans le domaine de la sécurité nationale? Et c'est ce qui a justifié réellement le choix de ce thème. Parce que nous pensons qu'il y a des actions qui sont entreprises, des solutions trouvées de façon parcellaire et il est bon de les mutualiser. Et c'est vraiment les fondements qui justifient le choix de ce thème, qui est d'ailleurs un thème qui a été validé par M. le Président de la République, Macky Sall. Alors, Maître Pape Kalignan, vous êtes expert en sécurité. Vous avez entendu le général Paul Ndiaye, qui est président de la commission scientifique du Forum de Dakar. Aujourd'hui, à votre niveau, comment appréciez-vous la pertinence de ce thème de la 4e édition? Oui, ben, le thème est pertinent en ce sens que, comme l'a dit mon général, c'est un thème qui va en droite ligne avec les politiques de sécurité dans le monde. D'autant plus que la sécurité, c'est comme le traitement des cafards. Quand on traite chez soi, il faut traiter chez le voisin. Sinon, ça se déplace. On ne lutte pas contre la criminalité, mais on fait déplacer. Parce que les hommes sont naturellement des criminels. On a parlé, l'homme c'est un loup pour l'homme. Donc naturellement, c'est à nous de nous approprier cette considération et de mutualiser et de traiter la chose de manière globale. C'est ce qui a été dit ce matin. Le traitement doit être global. Il faut la mutualisation des moyens. Parce que ça, quand on pense régler la sécurité chez soi et ignorer le voisin, on se rend compte que la sécurité va se déplacer, se développer et revenir chez nous. C'est pourquoi je pense d'où l'intérêt de cette rencontre qui montre la nécessité de mutualiser et surtout de mettre en place une sécurité participative en mettant la sécurité comme l'affaire de tous. C'est-à-dire ne pas être que de l'affaire d'une certaine portion de population. Les acteurs, par exemple, régaliens sont là pour définir les stratégies, mettre en place des démarches, mais les populations aussi doivent prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer. Et je pense que aujourd'hui, les débats qui sont menés vont dans le sens vraiment de sensibiliser et de formaliser ce concept de sécurité participative, cette sécurité globale, cette sécurité quand même qui a besoin
d'être enveloppé par l'ensemble des couches de cette population. Alors, mon général, c'est vrai que la sécurité ou le phénomène terrorisme qui constitue un des nouveaux défis auxquels le continent fait face. Ce matin, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, il a été beaucoup question de la mutualisation ou de la collaboration des pays africains pour faire face ou pour apporter une réponse appropriée, ce qui a été d'ailleurs le leitmotiv des dernières éditions. Aujourd'hui, est-ce que vous en êtes avec la collaboration des différents pays africains notamment? Parler de coopération des différents pays africains est une exigence dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Pour la simple raison, aucun pays pris isolément ne peut aujourd'hui lutter contre le terrorisme. Et le terrorisme représente la menace la plus prégnante. Mais il y a d'autres menaces corollaires. Et nous parlons d'hybridation des menaces. Donc je crois que globalement, aujourd'hui, pour lutter contre le terrorisme, non seulement on a besoin au sein des États d'avoir une synergie d'action, c'est-à-dire une coopération entre les forces de défense et de sécurité, puisque chacune des forces a sa spécialité. Mais pour lutter contre le terrorisme, étant donné que c'est une menace globale, il nous faut agir ensemble et dans la complémentarité au sein des forces de défense d'une nation. Au-delà, maintenant, puisque s'agit d'une menace transfrontalière, il faut aller donc au-delà de la frontière pour coopérer avec le voisin, mais coopérer également au sein de la sous-région. Ensuite, au-delà de cette sous-région, aller en Afrique, voire au sein de l'Union africaine, pour pouvoir établir des mécanismes qui existent déjà, mais il s'agira de les mettre en œuvre et coopérer entre pays et entre régions. De préférence, je dirais, coopérer entre régions au sein de l'Union africaine. Maintenant, le terrorisme étant un phénomène mondial, on est obligé d'inclure dans cette coopération les Occidentaux, les Asiatiques, l'ensemble des parties du monde. Et c'est ça qui va nous donner demain la victoire contre les extrémistes. Vous parlez déjà de coopération entre les pays africains. C'est vrai qu'il y a une autre forme de coopération qui a déjà vu le jour. Je veux nommer le groupe, le G5 du Sahel, une force interafricaine. C'est vrai que ce ne sont pas tous les pays qui en font partie, mais l'autre aspect qui pose problème, c'est le financement pour y arriver, pour faire face, parce que là également, il faudra trouver les moyens. Le financement pose effectivement un problème. Et je crois que le rapport du président Kagame sur la réforme de l'Union africaine insiste déjà sur la nécessité pour les Africains de se départir ou de réduire leur dépendance sur le financement des bailleurs extérieurs. Et là, si vous avez écouté les débats aujourd'hui, il s'agit pour les uns et les autres, surtout les pays africains, de consentir un effort financier pour assurer, n'est-ce pas, nos opérations de lutte contre le terrorisme, mais également nos opérations de maintien de la paix. Donc d'une manière générale, je crois que l'idée qui est derrière, qui est sous-tendue, qui est derrière cette approche, c'est que l'Afrique assure elle-même d'abord le financement de ses activités ou de ses activités opérationnelles, mais aussi soit soutenue par la communauté internationale. Mais un effort à faire d'abord provenant des pays africains. Alors, Maître Pape Kaligna, le financement du terrorisme avec le G5 Sahel qui peine encore à mobiliser les ressources financières nécessaires pour faire face à ce phénomène. La France, qui est le premier souteneur ou le premier partenaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique, continue de plaider pour cette force conjointe interafricaine auprès de la communauté internationale. Mais jusqu'ici, on attend encore à la conférence des donateurs prévue le 16 décembre. Aujourd'hui, comment appréciez-vous, qu'est-ce que cela vous inspire, la prise en charge de la sécurité par les Africains? Oui, effectivement, ça c'est une impérative, parce que je me demande si on peut parler de donateurs, parce que quand on contribue dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, qui est devenu un phénomène mondial, c'est participer. Le terme est plus approprié, d'autant plus que quand on contribue, par exemple, selon ses facultés financières, mais on se rend compte que vraiment c'est financer sa propre sécurité. Et je pense que ça doit être compris par l'ensemble des pays donateurs, d'autant plus que si
on lutte efficacement contre le phénomène des terrorismes, mais c'est toute la communauté qui va y gagner. Donc je pense qu'il faut sortir l'idée d'aider. L'idée, c'est de contribuer. L'Afrique aussi doit contribuer parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ce qui a été compris par le chef de l'État, M. Macky Sall, en donnant ses directives à son ministre des Finances pour contribuer vraiment à la propre sécurité de nos concitoyens. Et c'est là pour toute l'Afrique. Et je pense que l'appel est lancé et je pense qu'au niveau des autres pays africains, ce sera de même. D'autant plus qu'on ne peut pas tout acquérir vraiment des contributions. Mais il faut commencer par soi-même afin vraiment de motiver les pays donateurs à mieux prendre en compte vraiment ces priorités sécuritaires dans notre continent. Alors, mon général Paul Ndiaye, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est vrai que la coopération commence à prendre forme, mais jusqu'ici, il y a des États qui sont réticents. La preuve, d'ailleurs, à l'occasion de cette 4e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, on a vu certainement, on a remarqué l'absence de certains États africains. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra faire pour qu'il y ait une coopération entre tous les États africains pour faire face à ce phénomène qui ne cesse de gagner du terrain, surtout sur le continent? Moi, personnellement, je ne mesure pas le succès d'un forum au nombre de participants de chefs d'État. Je mesure le succès du forum au nombre d'experts qui sont là présents et qui sont capables de se prononcer sur des problématiques cruciales telles que l'extrémisme violent ou d'autres types de problématiques. Donc la présence des chefs d'État. Aujourd'hui, quand même, il faut se réjouir d'avoir le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est le président du Mali. Et je pense que le Mali, quand même, représente, à mon avis, le centre nerveux du dispositif au niveau du Sahel, où il faut agir effectivement. Il est le président du G5 également. Il est par la même occasion le président du G5 Sahel. Donc je pense que le message qu'il nous a porté aujourd'hui est un message très fort, qu'il est en train de faire des efforts dans le domaine de la lutte contre l'extrémisme violent. Et il s'est engagé à ne jamais assister à une partition du Mali. Et ça, je pense que c'est un message extrêmement fort. Quelle que soit la présence de ces gens au nord du Mali, on sent qu'il y a une volonté politique manifeste de ce pays, n'est-ce pas, de ne céder aucun pouce de terrain ou du territoire national malien à d'autres, n'est-ce pas, qui ne sont pas maliens, ou qui sont maliens, mais qui ont d'autres velléités séparatistes. Et la coopération entre les pays doit revêtir plusieurs formes. D'abord, je pense que globalement, elle passe par le renseignement. Il y a un effort à faire dans ce domaine-là pour partager le renseignement. Cette coopération également passe par la formation. Formation de nos forces, parce qu'il s'agit d'avoir des forces bien entraînées, bien équipées. Donc, il nous faut nous assurer que nous avons des armées professionnelles capables de faire face. Le président parlait d'armées à point. Il nous faut effectivement arriver à ces armées à point. Donc, ensuite, globalement, je pense qu'il y a un échange à faire dans le domaine des équipements pour aider, après effort national, comme cela a été demandé, aider les pays, le docteur parlait tout à l'heure, participer donc, donner sa contribution, n'est-ce pas, à l'effort qui est consenti dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc, retenons une formation, la formation, l'échange de renseignements et éventuellement un renforcement en équipement. Mais là, c'est le volet sécuritaire. Qu'en est-il de la prévention? Parce qu'il s'agit également d'une lutte en amont. Aujourd'hui, mais je crois que globalement, l'action d'anticipation est devenue une nécessité. L'action d'anticipation est ce qui se passe aujourd'hui. L'effort est mis dans la prévention de l'extrémisme violent sous plusieurs formes. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, discuter des problématiques sécuritaires, c'est de la prévention. Un exemple. Et dans d'autres domaines, les forces de défense et de sécurité ont organisé récemment un séminaire sur prévention de l'extrémisme violent dans les forces de défense et de sécurité pour décliner quelles sont les actions à entreprendre dans ce domaine-là et pour mieux impliquer les forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent. Sans compter les médias. Les médias ont également organisé dans ce domaine-là. Donc, c'est plusieurs acteurs puisque la menace est multifactorielle. Il faut donc des réponses globales, comme l'a dit tout à l'heure le docteur.
il nous faut apporter une réponse multidimensionnelle à un problème à dimension multiple. Alors, Maître Pape Kali, c'est vrai que ce matin, à entendre le président de la Commission de l'Union africaine parler avec cette date, horizon 2020, pour pouvoir vaincre ce phénomène, est-il possible ou cette volonté est-elle hors de portée? Oui, c'est possible, d'autant plus que le problème est diagnostiqué. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le phénomène se développe. On a identifié les causes, comme le général l'a dit. Aujourd'hui, le phénomène le plus important, c'est la pauvreté. On a souvent l'habitude de dire que le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc la proie facile, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, il faut travailler sur la jeunesse. Essayer d'occuper la jeunesse. Sinon, la jeunesse nous occupe. D'autant plus que la vulnérabilité, le fait de laisser la jeunesse exposée à de grandes tentations constitue une manière vraiment de nous mener dans des situations radicales. C'est pourquoi je pense, pour arriver à cette solution avant la date butoir, vraiment, c'est de travailler sur la racine. La racine, c'est la jeunesse. Essayer de voir tout ce qui est aujourd'hui, qui déclenche le passage à l'acte. On l'a dit tout à l'heure, la prévention, par exemple, situationnelle. Essayez d'anticiper sur toutes les situations qui génèrent le passage à l'acte. Prendre en charge le problème de la jeunesse, prendre en charge les affaires, les armes, l'entrée des armes légères, la drogue, prendre en charge aussi le problème de la migration. Mais si on arrive à ceinturer notre jeunesse par rapport à tous ces fléaux, je pense qu'on pourrait passer à la deuxième étape, c'est-à-dire la guerre. Parce qu'on a souvent dit qu'il vaut mieux négocier la paix que gagner la guerre. Il faut négocier la paix en prenant en charge la situation de la jeunesse, en les mettant à l'abri des besoins, en prenant en charge aussi la mutualisation au niveau des frontières, comme le général. La jeunesse à l'abri des besoins, ça veut dire concrètement quoi? Bon, aujourd'hui, la pauvreté. La pauvreté, parce que la jeunesse est inoccupée. Aujourd'hui, vous savez, en Côte d'Ivoire, on lance tout prochainement, avant la fin de mois, une rencontre sur la prise en charge des préoccupations de la jeunesse. On a parlé aussi bien, en 2 ans, j'ai assisté à un panel aussi en Côte d'Ivoire sur la jeunesse comme une bombe à retardement ou une opportunité. La jeunesse, c'est une opportunité quand on a fait bon usage, quand on les occupe. Mais c'est une bombe quand la jeunesse est inoccupée. Donc, c'est pourquoi je pense que pour arriver à cette réussite, il va falloir prendre en compte tous ces aspects, notamment la formation. Maintenant, on parle de la police scientifique et technique. Aujourd'hui, la sécurité n'est plus une pratique tout court. C'est une science qu'il faudra vraiment développer au niveau des grandes écoles, comme la grande école dirigée par mon général, pour vraiment appréhender les concepts, essayer de les identifier, de les mettre en œuvre et de les rendre opérationnels. Et je pense qu'il va falloir vraiment travailler sur ça. Et pour ça, il faut des financements. Aujourd'hui, on a besoin de ces financements pour prendre en compte tous ces aspects. Au-delà de l'aspect matériel, il y a l'aspect de prise en charge, l'aspect intellectuel, l'aspect scientifique. C'est-à-dire comprendre le phénomène, essayer de l'identifier par des diagnostics, connaître vraiment la quintessence même du problème. J'ai parlé tantôt du diagnostic de sécurité. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre à la lutte contre la criminalité sans pour autant faire un diagnostic, comprendre le phénomène de manière quantitative et qualitative. Avant de combattre un phénomène, il faut bien le comprendre. Et je pense que tout cela nécessite des moyens. Pour faire, par exemple, la cartographie de la criminalité dans un pays, c'est une technique qui coûte. Et je pense que tout cela mérite d'être vraiment mis en avant afin de prendre en charge cet objectif de réussite et de performance dans les horizons à venir. Alors, l'aspect financement qui revient tout le temps, mon général, avec surtout les causes endogènes qu'il a évoquées tantôt. Les précédentes forums, les 3 dernières, c'est vrai que nous sommes à la 4e édition. Est-ce que dans les différents panels auxquels vous avez assisté, cette question a été au centre des débats? La question de financement est une question centrale. Elle ne peut pas être occultée. Par conséquent, elle est traitée quasiment tous les ans. Financement d'abord de nos activités opérationnelles. Quand je dis financement de nos activités opérationnelles,
c'est dans le cadre de la sécurité collective. Comment on finance les actions de la CEDEAO? Comment on finance les opérations de maintien de la paix, par exemple, de l'Union africaine? Et comment l'ONU peut venir en aide ou en complément des efforts qui sont consentis par ces deux structures que je viens de citer tout à l'heure. Donc ça, déjà dans le domaine des opérations de maintien de la paix, il y a le problème du financement qui est là et qui est latent, mais qui mérite d'être débattu. Et ce que je disais tout à l'heure, cette 4e édition a également inclus le financement. Mais il y a aussi la contribution de l'Union européenne au financement. L'Union européenne, depuis le sommet de la Valette, a une facilité de financement de la paix et de la sécurité en Afrique. Et aujourd'hui, l'Union européenne est au Mali en train de former l'armée malienne. Elle est en Centrafrique également. Donc, tout ça, il y a un nouvel élan qu'on a senti auprès de l'Union européenne. Et ça, c'est des efforts qui méritent d'être salués dans le cadre du soutien qui est apporté aux organismes tels que les communautés économiques régionales, telles que l'Union africaine ou telles que tout simplement l'ONU qui a besoin de contributions des États. Le financement aussi est étudié en termes de la menace, le financement du terrorisme. Aujourd'hui, vous savez très bien que dans le programme, vous avez un atelier qui va traiter du financement du terrorisme et voir les acteurs tels que les GIABA, tels que le GAFI, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Ils sont en avance, ils sont en train de mener beaucoup d'actions pour identifier les sources de financement. Et l'une des sources de financement, comme disait tout à l'heure le docteur, c'est la drogue. C'est le trafic en tout genre, trafic d'êtres humains dont il parlait tout à l'heure en parlant de migration. Donc, l'ensemble je crois que le financement est une trame qui apparaît à chaque fois que nous organisons et qui est bien prise en compte par les thématiques qui sont traitées, soit dans les ateliers ou bien tout simplement au niveau des conférences. Alors, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission, mais dernière question à Maître Kalignan. Vous êtes expert en sécurité. En attendant la clôture de cette 4e édition, avec un thème défi sécuritaire actuel en Afrique pour des solutions intégrées, que préconisez-vous aujourd'hui comme solution de façon efficace pour venir à bout de ce phénomène? Oui, je pense qu'on a beaucoup réfléchi sur la question de solutions, mais je pense que les mécanismes de participation des citoyens dans la prévention des menaces doivent être pris en compte. Parce que dans tous les sommets, maintenant, on demande aux populations d'être présentes. Maintenant, il n'y a pas un concept qui permet vraiment à ces citoyens-là d'être pris en compte. On a réfléchi sur les contrats de sécurité, les contrats locaux de sécurité, pour permettre aux différentes sociétés civiles, plus les acteurs de la sécurité, de discuter sur les questions de l'heure avant d'être mises en œuvre, c'est-à-dire les maires, les sociétés civiles, les imams, l'église, etc. Et je pense que tout cela mérite une réflexion, c'est-à-dire le pan sécuritaire et le pan de défense est déjà maîtrisé, c'est classique. Mais le pan citoyen, la sécurité citoyenne n'est pas encore bien mise en œuvre. Elle n'est pas bien même conçue avant d'être mise en œuvre. Je pense qu'il faut concevoir ce concept de sécurité citoyenne, c'est-à-dire comment les populations peuvent être imprégnées des questions de sécurité aux côtés des forces de défense et de sécurité. En ce qui me concerne, voilà les pistes que je voudrais proposer à toutes nos sociétés afin de permettre de faire de la sécurité l'affaire de tous, que de montrer aux citoyens et de faire croire aux citoyens que ça peut être pris en compte que par le secteur public. Et je pense que même les sociétés privées de gardiennage ont leur place, mais il va falloir les encadrer par une loi d'orientation sur la sécurité intérieure en mettant en place tout le dispositif avec la différente architecture, la sécurité publique, la sécurité civile, parce qu'il y a la protection civile qui est là, qui intervient malheureusement quand il y a des drames, et la sécurité humaine, c'est-à-dire la sécurité qui est exercée par les propres citoyens. Et je pense qu'avec ça, on aura une sécurité globale qui englobe tout, au-delà
Et ce format devrait être respecté dans toute la région. Parce que si on met en place une politique alors qu'à côté, c'est une politique différente, ça pose problème. Le président de la République l'a dit ce matin, il n'est pas midi partout. Et là, c'est vrai. Il faut adapter les politiques de sécurité aux réalités locales. Ce n'est pas transposable. Il faut essayer de tirer le meilleur profit des situations locales pour en tirer les meilleures politiques criminelles afin que nous puissions vraiment aller de l'avant. Merci, c'est la fin de cette émission Talk Africa Presse qui avait le plaisir de recevoir pour ce numéro spécial enregistré ici au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, mon général Paul Ndiaye, directeur général du Centre de haute étude de défense et de sécurité, également président de la commission scientifique du Forum de Dakar. Merci, général Paul Ndiaye. Avec nous également sur ce plateau, Maître Papa Kaligna, expert en sécurité, droit, docteur en droit et sciences criminelles, directeur général de l'AFP, Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Merci, Maître Papa Kaligna. Merci également à vous d'avoir été de notre rendez-vous pris pour le prochain numéro.